Bonsoir et bienvenue à tous. Un seul titre ce soir, la prestation de serment du président de la Côte d'Ivoire. Réélu à la faveur du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, le président Alassane Ouattara a promis lors de cette cérémonie solennelle une Côte d'Ivoire plus solidaire et un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. L'actualité de ce lundi 14 décembre est donc essentiellement marquée par la prestation de serment du président de la Côte d'Ivoire. Devant les membres du Conseil constitutionnel, le chef de l'État a juré sur la constitution ivoirienne. Alassane Ouattara a invité la Côte d'Ivoire entière à croire en lui, tout en promettant de mériter cette confiance renouvelée, notamment par ses actions durant ce nouveau mandat. Sijanaïma. Si cette investiture du président de la République Alassane Ouattara dans sa haute charge de premier président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire se voulait une cérémonie sobre dans sa forme, elle a tout de même reflété la solidité du poids international et les nombreux soutiens de par le monde du président Alassane Ouattara. En effet, ce sont 14 chefs d'État, dont la presque quasi-totalité des chefs d'État de la CEDEAO qui ont fait le déplacement à Abidjan, sans compter les délégations de haut niveau venues de France, des Nations Unies, de l'Union africaine. S'ajoutent les amis internationaux et non des moindres du chef de l'État ivoirien, l'ex-président français Nicolas Sarkozy, l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan, de la Sierra Leone Ernest Bai Koroma. C'est en présence de ce parterre d'invités de marque venus de l'extérieur, en présence de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, ainsi que l'aéropage des hautes personnalités de la République, que le président de la République Alassane Ouattara, premier président de la Troisième République, a prêté serment ce lundi 14 décembre 2020 devant le Conseil constitutionnel conduit par le président de l'institution, Koné Mamadou. Acte fondamental qui confère au président élu la responsabilité d'être le garant de la Constitution, socle sur lequel est bâti l'État de Côte d'Ivoire. Comme le veut désormais la loi, le président de la République Alassane Ouattara a prêté serment, la main gauche posée sur le livre de la Constitution ivoirienne et la main droite levée. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Cette prestation de serment marque l'intronisation du président de la République dans ses nouvelles fonctions. L'honneur est revenu à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté de revêtir le président de la République des attributs de son rang, à savoir le collier de grand maître des ordres. Le président de la République, Alassane Ouattara, désormais investi président de la République, chef de l'État à part entière par le Conseil constitutionnel, le président de l'institution, Koné Mamadou, s'est voulu clair et sans équivoque. La décision du Conseil constitutionnel ne peut être contestée. Par ailleurs, a-t-il démontré, l'élection présidentielle de 2010 ne peut être comparée à celle de 2020. Lorsque le Conseil constitutionnel a tranché, le citoyen peut approuver ou regretter sa décision, mais il doit savoir et surtout accepter que ni lui, ni quiconque ne peut la remettre en cause. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat éligible, il est éligible. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat élu, il est élu. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous étiez éligible et aujourd'hui vous êtes élu. Oui, du haut de cette tribune,
me parviennent en écho les cris d'orfraie de ceux qui croient pouvoir évoquer un précédent ou, comme ils se plaisent à le dire, une prétendue jurisprudence de 2010 pour apporter la contradiction sur ce point. À ceux-là, je voudrais rappeler que l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2020 ne peuvent être comparées en droit car elles ont été organisées dans des cadres juridiques totalement différents. En effet, s'agissant de l'élection présidentielle de 2010, à la recherche d'une solution de sortie de la crise qui avait cours dans notre pays, de nombreuses réunions avaient été organisées de l'Inas Marcoussis en France jusqu'à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Conseil de sécurité de l'ONU a créé, par sa résolution numéro 1603 du 3 juin 2005, un poste de haut représentant pour les élections avec pour mission de certifier à titre exceptionnel toutes les étapes du processus électoral. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire revêtue de la force exécutoire et avec l'aval de la partie ivoirienne, créait ainsi une nouvelle structure, à savoir l'organe de certification hiérarchiquement placé au-dessus du Conseil constitutionnel et doté exceptionnellement du pouvoir de remettre en cause ses décisions. Cet organe apparaissait donc clairement comme une instance de recours contre les décisions de notre juridiction constitutionnelle. C'est la mise en œuvre de ce dispositif sui generis, librement accepté par toutes les parties, qui a justifié que toutes les étapes de l'élection présidentielle de 2010 aient été certifiées et que le certificateur ait pu contester la décision du Conseil constitutionnel et valider les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, donnant ainsi vainqueur le candidat Alassane Ouattara. S'agissant de l'élection du 31 octobre 2020, il n'existait aucune structure de cette nature, la Côte d'Ivoire ayant renoué avec la normalité et l'ONU s'étant retirée avec tout son dispositif, y compris l'organe de certification des élections, conformément au paragraphe 8 de la résolution suscitée, qui précisait bien que le mandat du certificateur prendrait fin après la tenue des élections générales en Côte d'Ivoire. Dans sa première intervention en tant que premier président de la Troisième République, le président de la République, Alassane Ouattara, a assuré de sa détermination à mériter la confiance placée en lui par ses concitoyens. Il a fermement condamné les actes de violence perpétrés lors de la période électorale et dit sa volonté de tout mettre en œuvre pour créer un climat de paix et renforcer la cohésion sociale. C'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je mesure l'ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l'engagement de l'assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes, sans distinction. Parce que c'est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. La Côte d'Ivoire est un État de droit, respectueux des droits humains. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions de biens publics et privés. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Il nous faut consolider la tranquillité et la paix dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays. C'est le sens que je donne à la prestation de serment de ce jour. Renforcer la cohésion sociale afin de consolider davantage la cohésion nationale. J'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Parlant des priorités qu'il entend fixer à l'action gouvernementale pendant les 5 années à venir, il a cité l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes,
la santé, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption. Pour ce nouveau mandat, la priorité de notre action sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Je réaffirme mon engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES, les frais des comités de gestion des établissements scolaires. Oui, nous veillerons également à ce que la transformation structurelle de notre économie soit créatrice de plus d'emplois pour nos jeunes diplômés. Nous allons multiplier sur l'étendue du territoire national les centres de formation professionnelle afin d'offrir une seconde chance à nos jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. Le gouvernement a su apporter une réponse appropriée pour contenir la pandémie à COVID-19, ainsi que ses impacts sanitaires, économiques, sociaux et humanitaires. Nous poursuivrons nos efforts en mettant à la disposition des populations les solutions les plus adéquates, notamment le vaccin contre la COVID-19, à partir du mois d'avril 2021. Je prends l'engagement de faire reculer davantage la pauvreté à travers l'émergence d'une classe moyenne encore plus importante au cours du prochain quinquennat. Je prends aussi l'engagement de renforcer davantage le partenariat avec le secteur privé, de continuer à bâtir une société qui reconnaît la primauté du secteur privé dans la création d'emplois et de richesses, ainsi que la nécessaire complémentarité entre l'État, le secteur privé et la société civile. Dans cette dynamique, les champions nationaux pourront compter sur l'engagement et le soutien de l'État. La lutte contre la corruption sera renforcée et les cas de corruption sévèrement réprimés, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Après son intervention, le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés sur l'esplanade du palais présidentiel par un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, comprenant une section des différents corps de l'armée nationale. Cette cérémonie de prestation de serment est le dernier acte de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et pour cette cérémonie solennelle, 14 présidents ont fait le déplacement. La France a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. D'anciens chefs d'État sont eux aussi venus apporter leur soutien au président Alassane Ouattara. Non, mais c'est bien passé. Je pense que tout le monde qui a vu ça a été très à l'aise. C'est bien passé. Et on espère bien des choses pour la Côte d'Ivoire et pour cette mandat d'Alassane Ouattara. Effectivement, un moment historique. Nous sommes venus pour célébrer ce moment et le fêter avec le peuple ivoirien auquel nous souhaitons bonne chance. J'ai été impressionnée par les discours que j'ai entendus et du président de la Cour constitutionnelle et celui du président. Je crois que chaque pays a ses particularités, mais il y a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. J'ai trouvé que cette cérémonie en était une bonne occasion pour faire cela. Assister le prise de serment du président Ouattara. Donc on souhaite que la paix règne en Côte d'Ivoire et on soutient tout le peuple ivoirien et les éléphants aussi.
Et j'étais très heureux d'être ici. Merci. Nous avons été heureux d'écouter le discours, programme du président Ouattara, qui a une leçon pour la construction du pays, une leçon, une référence pour nous autres, pour aller dans le sens de la croissance et du développement de nos différents pays. La Côte d'Ivoire doit être fière d'avoir un président de cette dimension. Évidemment, la République de Guinée équatoriale avec la République de Côte d'Ivoire, ce sont des pays frères, ce sont des pays amis. Et les deux présidents, le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Mbasogo, avec son homologue, son Excellence Alassane Ouattara, sont des relations fraternelles. Donc c'est dans ce cadre que j'ai été choisi pour mon président pour présenter non seulement cette cérémonie, pour lui adresser une lettre que moi j'ai été porteur pour des solidarités dans le but de renforcer les liens de solidarité et d'union entre les deux peuples et les deux gouvernements. Une cérémonie pleine de solennité, mais aussi une cérémonie assez profonde en termes d'enseignement avec ce qui a été livré comme message par le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons reprendre vite donc les rencontres entre nous pour donc renforcer la relation qui est déjà assez forte donc entre nos deux pays. Nous sommes très heureux d'avoir assisté à ce moment historique en Côte d'Ivoire, la prestation de serment de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a fait un discours mémorable, un discours dans lequel il s'est engagé à des avancées majeures pour le pays et nous avons totalement confiance et nous accompagnons en tant que Royaume du Maroc ces démarches et cette évolution de notre pays frère la Côte d'Ivoire et espérons que ce mandat sera couronné de succès. Vraiment une fierté pour nous tous, surtout nous qui sommes en Côte d'Ivoire et aussi pour nos pays. Pour le Mali, c'est une grande fierté parce que c'est le départ pour vraiment une nouvelle ère de stabilité, de paix et de croissance pour la Côte d'Ivoire. Qui dit croissance de Côte d'Ivoire dit croissance pour le Mali. Le président Alassane Ouattara a été réélu avec 94,27% des voix au premier tour, selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre dernier. Un mois après, il vient tout juste de prêter serment ce 14 décembre. Quel est donc le sens de cette cérémonie officielle qui a réuni le Gotha de la classe politique nationale et étrangère? Jérôme Kofi Abolin répond à cette question. Pour son investiture selon un autre mandat présidentiel, le mandat qui cadre avec l'avènement de la Troisième République. C'est aux environs de 11 h ce lundi 14 décembre 2020 que le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, est arrivé au palais présidentiel pour l'événement qui vient écrire une autre page de l'histoire de la vie de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a précisément cours quand le chef de l'État jure solennellement et sur l'honneur pour le respect et la défense de la Constitution devant le président et les membres de cette haute institution. L'exercice s'impose à lui, si tant est qu'il en est ainsi, pour sa prise officielle de fonction après sa réélection à la magistrature suprême. Et l'on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara, dans cette posture, n'est pas soutenu au regard de la qualité et du nombre impressionnant des personnalités présentes. Cette présence massive des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants des pays amis à la Côte d'Ivoire que le président de la République n'a pas manqué de saluer. Pour le chef de l'État, cela est le témoignage de l'amitié sincère et la solidarité exprimée à l'égard du peuple ivoirien. Candidat déclaré éligible lors du scrutin présidentiel et président réélu investi à l'issue de cette cérémonie de prestation de serment, pour citer le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le président Alassane Ouattara en aucun cas n'a le droit de bouder les honneurs qui lui ont été faits à cette occasion. Il s'agit notamment des honneurs des armées dont il est le chef suprême et qu'il a reçu au terme de cette cérémonie.
La presse nationale et internationale n'ont pas voulu se faire compter l'événement, une date symbolique et historique pour la Côte d'Ivoire. Une centaine d'organes de presse étaient au rendez-vous. Mama Traoré s'est intéressé à ce volet de la cérémonie, sans reportage. Prise de notes, traitement de photos, montage de bandes sonores, captation vidéo et audio. Le temps d'une cérémonie, la mythique salle des pas perdus du palais présidentiel s'est transformée en une géante salle de presse. Respect des mesures barrières oblige. C'est depuis cette salle que les journalistes ont couvert l'audience solennelle de prestation de serment du président de la République nouvellement élu. Qu'on soit de la presse numérique, écrite ou audiovisuelle, l'enjeu est le même, satisfaire la curiosité de l'audience cible selon des impératifs bien définis. C'est un événement qu'il ne fallait pas rater. Nous avons mobilisé des équipes qui sont là. On va couvrir la cérémonie. On a 2 équipes. Voilà. Nous allons couvrir la cérémonie officielle qui se passe en ce moment et plus tard faire des interviews, bien évidemment, avec les délégations étrangères. Nous prévoyons au bas mot 4 pages pour que les Ivoiriens sachent exactement ce qui s'est passé. Pour cet événement, la présidence de la République a enregistré une centaine d'organes de presse, pour la plupart des médias locaux, mais aussi venus de l'étranger pour la circonstance. Plus on finit vite, nous aussi on rentre dans nos petites cellules de montage et puis on fait le tour et on l'envoie via Internet. Et puis notre organe principal basé à Lomé se charge du téléchargement et procède peut-être à la relecture pour faire des rectificatifs s'il y en a et procéder maintenant à la diffusion. Une fois de plus, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI était au cœur de l'événement. Retransmission en direct via la télé, la radio et sur le web, sans compter la dizaine d'équipes de reportage déployées sur le terrain. Au nombre des organes de presse présents au palais présidentiel ce jour, le quotidien Le Patriote. Ce journal a d'ailleurs consacré un numéro spécial aux grands travaux du président de la République. Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est le titre de cette parution présente dans les kiosques depuis le vendredi 11 décembre dernier. Didier Nguessan. Il y a 29 ans, Ahmed Bakayoko, alors journaliste, fondait le quotidien Le Patriote. Malgré les péripéties et un secteur de la presse en crise, le journal se classe pendant de nombreuses années parmi les meilleures ventes. Une résilience à toute épreuve qui fait de Le Patriote un journal qui compte dans la sphère médiatique ivoirienne. Aujourd'hui, le journal consacre un numéro spécial au président de la République avec pour titre « Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire ». Pour Charles Songa, gérant de la maison d'édition, c'est un devoir de mémoire collectif. Pour nous, Alassane Ouattara aura marqué et continuera de marquer son temps à la tête de notre pays. 116 pages de dossiers, focus et contributions d'universitaires avec la sollicitation de grandes plumes de la presse ivoirienne mettant en lumière les grands projets structurants qui témoignent du développement de la Côte d'Ivoire en moins de 10 ans. 2011, Alassane Ouattara est président de la République. Il hérite d'un pays en difficulté, pour ne pas dire en lambeaux, qu'il transforme naturellement en moins d'une décennie en la Côte d'Ivoire qui fait tant rêver aujourd'hui. Nous allons avoir une autre autoroute en 2x2 voies qui va donc partir de Yopougon, donc de l'autoroute, pour aller vers Dabou, donc dans un premier temps qui va s'arrêter à Songon. Et on va avoir toute l'autoroute périphérique d'Abidjan, donc on appelle la Y4. La route d'Abouasso jusqu'à Noé a été complètement réhabilitée. Nous sommes en train de construire l'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est dans toute la Côte d'Ivoire qu'il travaille. Ce numéro spécial est le premier d'une série. Des numéros thématiques sont annoncés par la rédaction de Le Patriote. Voilà pour le chapitre consacré ce soir à la prestation de serment du président de la République. Et on se rend maintenant sur le boulevard de Marseille qui est en plein travaux. Le chantier pour l'élargissement de cet axe très fréquenté est aujourd'hui à 92%. Le président de la BOAD, partenaire financier, s'est rendu sur le terrain. Lancine Bakayoko.
D'une longueur totale de 13 km, l'aménagement du boulevard de Marseille que le président de la BOAD est allé visiter concerne l'élargissement du tronçon Pont Houphouët-Boigny Nouvelle Pergola, les rues Thomas Edison et Pierre-Marie Curie, le renforcement de la voie existante vers le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que la construction d'une route neuve longeant la lagune Ébrié jusqu'au rond-point d'Aquaba. Plus que le taux de réalisation de 92%, c'est le savoir-faire des ingénieurs ivoiriens qui est frappant. Ce qui m'a particulièrement intéressé aujourd'hui, c'est de voir la qualité des ouvrages. Les préoccupations qui sont intégrées sont tout à fait exceptionnelles. Les préoccupations d'aménagement de la ville. Vous savez, la route c'est une chose, l'aménagement de la ville, c'est cela qui est fondamental. La qualité de l'ouvrage, la vision de l'évolution de la ville. Et le fait, qu'on le veuille ou non, vous savez, quand vous améliorez les infrastructures, vous enrichissez les populations. Enrichir les populations, c'est toujours bien pour la fiscalité de l'État. Ce boulevard réhabilité va désengorger le VGE en créant une alternative permettant d'améliorer les conditions de circulation des usagers dans la partie sud-est de la ville d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Marcory et de Trècheville. On y attend 60 000 véhicules jour contre 35 000 actuellement. La Côte d'Ivoire est un très gros contributeur à la richesse de la région. Les projets de la Côte d'Ivoire qui vont être déclinés dans le plan national de développement, nous les regarderons, nous les travaillerons avec les différentes autorités, qu'elles furent du secteur public ou du secteur privé. Nous allons continuer notre travail, c'est tout à fait naturel. La réhabilitation et l'élargissement du boulevard de Marseille ont été lancés le 27 octobre 2017 par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le coût global de ces travaux s'élève à 50 milliards de francs CFA, dont un prêt de 32 milliards de la Banque ouest-africaine de développement. Visite de chantier, mais toujours avec le cache-nez, mesures sanitaires toujours en vigueur pour lutter contre le coronavirus. Où en sommes-nous dans la lutte contre la maladie? Faisons le point de ce 14 décembre. « 25 nouveaux cas de Covid-19 sur 1311 échantillons prélevés ce lundi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte également pour ce jour 20 personnes guéries et 0 décès. Puisque des personnes sont toujours touchées en Côte d'Ivoire par ce virus devenu mondial, des jeunes Ivoiriens sont formés. Ils apprennent les gestes essentiels à adopter face à la maladie. Ils sont 280 et devront désormais sensibiliser à leur tour le maximum de personnes. Didier Nguessan. 280 formateurs, encadreurs et agents sensibilisateurs sont en formation sur la COVID-19. Ils sont issus des 13 communes du district d'Abidjan. À l'issue de cette formation, ils seront déployés sur le terrain. Ces derniers devront sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Il s'agira de rappeler à la vigilance face à la COVID-19 dont le virus continue d'être actif. Il s'agira donc également d'amener les populations au changement de comportement en continuant l'observance des mesures barrières. Les maires ont évidemment été à l'avant-garde par de nombreuses initiatives et actions, notamment la sensibilisation de proximité, la fourniture des équipements de base, la désinfection des lieux publics, l'éducation des populations en appui aux efforts du gouvernement. Cette initiative du système des Nations Unies est soutenue par le ministère de la Communication et des Médias. Notre pays n'a pas encore vaincu la pandémie. Par conséquent, nous sommes tous invités à faire preuve de responsabilité individuelle et collective. Cette exigence d'autant affirmée que nous nous rapprochons de la période des fêtes de fin d'année propice au regroupement. Dans ce cadre, comme il en a été le cas depuis 10 mois, les actions de communication et de sensibilisation de proximité doivent se poursuivre afin d'amener les populations à observer de façon systématique et continue les mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port du masque et le lavage régulier des mains. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de létalité de la COVID-19 inférieur à 1% et un taux de positivité en dessous de 5%.
La présidente de l'Internationale libérale a rencontré les jeunes libéraux de Côte d'Ivoire. Elle les a exhortés à prôner davantage la non-violence et surtout à prendre une part active dans les prochaines élections locales. Le reportage est signé Amadou Ouattara. L'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny abrite une ambiance particulière. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cours ordinaires, mais plutôt de transfert d'expérience politique. En face de ces apprenants se trouve la présidente de l'Internationale libérale. Hakima explique aux membres de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire l'importance de se former et de s'appuyer sur les acquis du savoir. Le savoir-faire prôné par les valeurs libérales afin de mener une lutte politique réussie sans avoir recours à la violence. Je me bats pour un monde meilleur et c'est avec cette jeunesse que demain, au niveau de l'Afrique, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons gagner les défis du changement climatique. Nous pouvons gagner les défis de l'alphabétisme digital. Et demain, c'est une nouvelle révolution qui s'offre à nous. Et nos jeunes sont des nomades du digital. Et donc, ils peuvent changer les idéologies ici. Ils peuvent inculquer ces valeurs à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur couleur politique. Nous ne militons pas pour un parti. Pour le président des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, les échanges ont édifié et motivé les membres de son organisation. Le partage d'expérience, pour nous, ce sera un élément important. Envoyer ces jeunes dans les organisations internationales pour aller se former, pour revenir servir le pays. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'académie libérale qui est annoncée par la présidente de l'Internationale libérale, qui fera son entrée ici en Afrique, notre appel, c'est que cette académie puisse être installée en Côte d'Ivoire pour que la jeunesse ivoirienne puisse en bénéficier. La présidente de l'Internationale libérale a également exhorté les jeunes libéraux de Côte d'Ivoire à contribuer activement au processus de réconciliation nationale, processus entamé par le président de la République. Dans la filière bétail, la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande de Côte d'Ivoire a lancé ses activités. Elle entend œuvrer à sortir la filière de l'informel. Francis Boifo. Un échantillon de 12 tricycles remis aux acteurs de la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire, Interbovici, pour l'opération de transhumance qui démarre la semaine prochaine. Cette action marque le début des activités de cette confédération avec des priorités. Faire en sorte que la filière bovine, à l'instar des autres filières ici en Côte d'Ivoire, puisse être mieux organisée. D'abord au niveau de l'élevage, ensuite au niveau de la commercialisation, faire en sorte que le mécanisme soit bien huilé, et au niveau de la transformation, faire en sorte qu'il y ait des structures innovantes. La fédération entend également sortir les sociétés coopératives de l'informel. Cela pourra nous permettre, n'est-ce pas, de rendre tout le monde entreprenant si nous voulons accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Cette filière peut absorber, n'est-ce pas, un taux très élevé du chômage. Les deux organes fédéreront pour leurs énergies pour amener l'interprofession, sinon la filière bétail de l'avant. Donc cette collaboration doit être une collaboration franche. L'Interbovici regroupe 150 sociétés coopératives exerçant dans la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Et rappelons que ce lundi, le président Alassane Ouattara a prêté serment. Le chef de l'État s'attaque déjà au grand chantier. Il a entre autres annoncé la création dans les jours à venir d'un ministère de la réconciliation nationale. Il a invité le Premier ministre Ahmed Bakayoko à reprendre les discussions avec les partis politiques en vue notamment des législatives prévues d'ici la fin du premier trimestre 2021. Nous vous proposons maintenant de suivre quelques réactions de personnalités présentes à cette cérémonie. J'ai été particulièrement satisfait de son discours, qui est un discours qui est porté sur le social, un discours porté surtout sur l'éducation et la formation. Et le fait même d'avoir évoqué la suppression de la décision de Fréco-Gest m'a particulièrement marqué. La décision de
formaliser le processus de réconciliation à travers un ministère me paraît aussi utile. Et je voudrais en tout cas féliciter le chef de l'État. Il a lancé un grand message, message d'union, message de solidarité, message de vivre ensemble, toutes choses qui créent les conditions de paix pour que la Côte d'Ivoire continue d'avancer. C'est un moment de satisfaction parce que vous savez qu'on a battu campagne sur les réseaux sociaux pour le président. On a épousé ses idées, son abnégation dans le travail. Donc on ne peut que se réjouir de ce moment-là. Parce que toute la Côte d'Ivoire a dit oui à ce mandat-là et nous le saluons. Nous souhaitons pour lui une gouvernance paisible dans la paix et que le pays se développe comme il a toujours fait depuis son accession à la magistrature suprême depuis 2010. Nous invitons tous les Ivoiriens à l'accompagner dans le processus de développement durable de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était très émouvant et je prends la parole déjà pour vraiment dire bravo au chef de l'État, lui dire qu'il peut compter sur nous. Nous sommes fiers. Le développement va se poursuivre avec lui. Nous sommes fiers d'avoir donné notre voix au président Alassane Ouattara, qui est un bâtisseur. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Bonsoir et à demain.